Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse un peu particulière. Les sources qu'on a sur la table sont assez inhabituelles. Ce n'est pas une pile d'articles ou de livres, mais le contenu intégral d'un programme d'auto-assistance en ligne qui s'appelle Redirection. Notre objectif, ça va être de décortiquer la structure, les principes psychologiques, bref, les méthodes de ce programme. Il a un but très spécifique et très difficile. Aider des gens à arrêter de consulter des contenus d'abus sexuels d'enfants. On utilisera l'acronyme technique CSM comme dans le document. Et toute l'approche repose sur un pilier bien connu de la psychologie, la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. Oui, et c'est vraiment important de voir ça, pas comme un simple manuel, mais plutôt comme une fenêtre assez rare sur une intervention psychologique complexe. On va vraiment se concentrer sur la manière dont le programme essaye de modifier un comportement, de la définition du problème jusqu'aux outils très concrets qu'il propose. Et ce qui change tout, c'est son format. C'est anonyme, gratuit et en libre accès. Ce qui en fait un objet d'étude assez fascinant sur la thérapie aujourd'hui à l'ère du numérique. Complètement. Oui, cet anonymat et cette gratuité, c'est sans doute la condition indispensable pour que quelqu'un ose même faire la démarche. D'ailleurs, le programme commence par là. Il met en place un cadre qui se veut le plus sécurisant possible, pas de jugement, un langage très clinique, par exemple le choix d'utiliser systématiquement CSAM au lieu de termes comme pédopornographie qui sont bien plus chargés émotionnellement, c'est très délibéré. C'est une stratégie clé, oui. Le but, c'est de faire tomber le premier obstacle qui est immense, la honte. La honte, c'est ce qui paralyse, ce qui empêche de chercher de l'aide. Donc, en créant cet espace neutre, le programme il maximise ses chances d'être juste utilisé. Et puis derrière, il y a ce postulat de la TCC qui est presque un message d'espoir. Lequel? L'idée que ce comportement, ce n'est pas une fatalité morale. C'est une réponse apprise à une chaîne de pensée, d'émotions. Et si c'est appris, ça peut être désappris et remplacé. Tout le programme repose là-dessus. Et en parlant de ne pas édulcorer les choses, il y a un outil dès le début, dans le premier module, qui m'a vraiment interpellé. C'est l'échelle copine. C'est une méthode pour catégoriser le contenu des CSAM sur une échelle de 1 à 10. Et là, le programme ne fait aucune concession sur la description de la réalité. Vous avez raison de le souligner. C'est une confrontation, mais elle est directe. Pour qu'on se représente bien, le niveau 3, par exemple, c'est décrit comme des images voyeuristes. Des enfants photographiés à leur insu dans leur quotidien. Et à l'autre bout, le niveau 10, ce sont des images représentant des violences sexuelles sadiques et brutales. C'est d'une violence inouïe, rien que de le lire. Psychologiquement, c'est quoi l'objectif d'une confrontation pareille? Dès le départ, on pourrait penser que ça ferait fuir les gens. C'est un risque, c'est sûr, mais un risque calculé. L'objectif, il est crucial. Il s'agit de briser le déni et ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Ces petites voix intérieures qui minimisent. C'est ça, le fameux « c'est pas si grave », ce sont juste des images, personne n'est blessé. En forçant la personne à catégoriser elle-même le matériel, le programme la met face à la réalité crue du préjudice. L'échelle, ce n'est pas qu'une classification, c'est un outil thérapeutique en soi. Le texte le répète sans cesse. Derrière chaque image, il y a une victime, un enfant, et un préjudice qui se répète à chaque visionnage. Une confrontation brutale, donc. Mais une fois que la personne est face à ça, comment le programme l'aide à ne pas être juste paralysé par la honte et à comprendre ce qui l'a mené là? En la guidant vers l'introspection. Le programme passe du quoi, la nature des actes, au pourquoi et au comment. Et pour ça, il utilise un concept clé de la TCC, les facteurs déclenchants. Il apprend à l'utilisateur à devenir une sorte de détective de son propre esprit. Le mot déclencheur est un peu partout aujourd'hui. Concrètement, dans ce programme, de quoi on parle? Les sources donnent des exemples? Absolument. Et elles font une distinction très claire. D'un côté, il y a les déclencheurs internes. C'est-à-dire les émotions? Exactement. Le stress, la solitude, l'ennui, la colère, ou même l'excitation sexuelle. Et de l'autre, les déclencheurs externes. Les situations. Un accès facile à Internet, une dispute, un événement traumatisant. Le programme propose des exercices très pratiques, comme tenir un journal, pour que l'utilisateur identifie sa propre chaîne d'événements, son scénario à lui. Le fameux schéma. Situation, pensée, émotion, comportement. C'est toujours le même. L'idée est de rendre visible le processus invisible qui mène à la consultation de CSAM. D'accord.
Et une fois qu'on a identifié cette chaîne, qu'on sent l'envie monter, comment on la gère? J'ai trouvé dans les sources une analogie pour ça, que j'ai trouvé géniale de simplicité. C'est surfer sur une envie, un bonbon dur. Ah oui, elle est excellente. Expliquez-la. Eh bien, le concept, c'est d'imaginer qu'on a un bonbon dur dans la bouche, avec une seule consigne, ne pas le croquer. On va forcément sentir l'envie de mordre dedans. Mais l'exercice, ce n'est pas de lutter contre cette envie, c'est de l'observer, de la sentir monter, de noter les pensées qui viennent avec, et de la laisser passer, sans y réagir. C'est un entraînement pour ne plus être esclave de ses pulsions. C'est une technique qui vient tout droit de la pleine conscience. L'idée de base, c'est que les pulsions sont comme des vagues. Elles ne sont pas permanentes. Voilà. Elles montent, elles atteignent un pic, puis, inévitablement, elles redescendent. En apprenant à surfer sur cette vague au lieu de se laisser emporter, la personne fait une expérience capitale. Elle découvre qu'elle n'est pas obligée de céder. Ça renforce ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. C'est une micro-victoire qui prouve que le changement est possible. C'est fascinant parce que cette technique, surfer sur l'envie, on pourrait l'appliquer à tellement d'autres choses. Bien sûr. L'envie de regarder son téléphone, de manger du sucre, de procrastiner. Le programme utilise un outil presque universel de maîtrise de soi pour un problème très, très spécifique. Exactement. Et pour les moments de grande vulnérabilité, quand la vague est un vrai tsunami, il propose un autre outil, encore plus simple. L'acronyme HALT. Halt. Oui. Hungry, angry, lonely, tired. En français, faim, colère, solitude, fatigue. C'est une sorte de checklist mentale. Est-ce que je ressens cette envie parce qu'un de ces 4 besoins fondamentaux n'est pas satisfait? C'est un rappel que notre état physique et émotionnel de base a un impact énorme sur notre capacité à nous réguler. C'est ça. D'accord. Donc on a des outils pour gérer la crise, l'envie immédiate, mais ça me fait un peu penser à un pansement sur une plaie. Est-ce que le programme va plus loin? Est-ce qu'il s'attaque aux causes profondes, à la raison pour laquelle la vague se forme en premier lieu? C'est une excellente question. Et c'est précisément là que le programme change de vitesse. Il introduit son deuxième grand pilier théorique, le Good Lives Model. Le modèle des vies bonnes. Exactement. On passe de la gestion de crise à la reconstruction. Le modèle des vies bonnes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, c'est une approche qui est plus humaniste, plus positive que les modèles traditionnels, centrés uniquement sur le risque. La théorie du GLM, elle suggère que les comportements problématiques, même les plus destructeurs, sont souvent des tentatives maladroites, inadaptées, de satisfaire des besoins humains qui sont, eux, fondamentaux et universels. D'accord. Le modèle identifie 9 de ces besoins primaires. On y trouve, par exemple, les liens interpersonnels, la paix intérieure ou encore le pouvoir personnel, c'est-à-dire la conscience et la maîtrise de soi. Donc, si je comprends bien, l'exercice, c'est de retourner la question. Au lieu de se demander « pourquoi je fais cette chose horrible ?», on se demande « quel besoin légitime est-ce que j'essaie de combler, mais de manière destructrice ?» C'est tout à fait ça. Et c'est là que c'est contre-intuitif et très puissant. Le programme ne dit pas juste « arrêter ce comportement ». Il dit « trouver une meilleure façon d'être heureux ». C'est un changement de paradigme complet par rapport aux approches purement répressives. On passe de la gestion du risque à la promotion du bien-être. Le document donne un exemple très concret pour illustrer ça. Une personne peut utiliser les CSAM pour apaiser un sentiment de solitude écrasant. En faisant ça, elle essaie de combler son besoin de liens interpersonnels et d'atteindre une forme de paix intérieure, même si elle est totalement illusoire. Voilà. Le travail consiste alors à se demander comment je peux satisfaire mon besoin de lien de manière saine et constructive. C'est un recadrage total du problème. La question n'est plus qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne, mais plutôt quels besoins ne sont pas satisfaits et comment trouver de meilleures stratégies pour le faire. C'est beaucoup moins stigmatisant et beaucoup plus responsabilisant. Et ça mène logiquement à la dernière étape, définir des objectifs concrets pour construire cette vie bonne. C'est là qu'arrivent les fameux objectifs SMART. Exactement. Spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Il ne s'agit pas juste d'arrêter, mais de commencer à construire autre chose à la place. Toute cette théorie, c'est une chose, mais le document l'ancre aussi dans une réalité humaine assez dure, avec des chiffres, des témoignages d'une enquête anonyme menée auprès de plus de 12 000 personnes. Il y a un chiffre qui m'a particulièrement frappé. 62% des répondants
ont déclaré avoir déjà essayé d'arrêter sans y parvenir. Ça montre bien que la volonté seule ne suffit pas. Pas du tout. Et il y a un autre chiffre, encore plus révélateur et plus inquiétant, je trouve, qui concerne l'origine du problème. 66% des utilisateurs ont vu des CACM pour la première fois avant l'âge de 18 ans et 37% avant 13 ans. Il faut laisser ce chiffre résonner une seconde. 37%. On ne parle pas de jeunes adultes, là. On parle d'enfants. C'est glaçant. Ça change complètement la perspective. Le problème n'est plus seulement une déviance d'adulte, c'est aussi une question d'exposition précoce, de curiosité mal orientée et de désensibilisation progressive. Oui, les témoignages cités racontent souvent la même histoire. Des traumatismes dans l'enfance, une escalade depuis la pornographie légale, ou ce sentiment de solitude, omniprésent. Il y a une citation d'un utilisateur qui, je trouve, résume parfaitement l'impact que le programme peut avoir. Il écrit « C'est incroyable de voir le lien entre la dépression et mes actions. J'ai tellement envie de faire mieux, et le fait de me voir comme quelqu'un de rachetable m'aide. » Ce mot, rachetable, il est d'une puissance. Il est au cœur de tout. Il illustre le pilier du programme qui est l'autocompassion. Pour changer, il faut d'abord croire qu'on peut changer et qu'on mérite de changer. La honte toxique, celle qui dit « je suis une mauvaise personne », c'est un moteur du cycle. On se sent mal, on se dégoûte, alors on cherche une échappatoire, qui est souvent le comportement qui cause la honte. C'est un cercle vicieux. Exactement. Pour le briser, le programme insiste sur l'autocompassion. Et comment on enseigne l'autocompassion à quelqu'un qui, probablement, se déteste pour ce qu'il fait? Avec des techniques très concrètes. Le tout dernier module propose un exercice qui peut sembler simple, mais qui est psychologiquement très fort. Il s'agit de s'écrire une lettre de compassion à soi-même. C'est-à-dire? S'écrire à soi-même comme on écrirait à un ami très cher qui traverse une période terrible et qui a fait une grave erreur. Avec gentillesse, sans jugement, en reconnaissant la souffrance. C'est une technique reconnue pour contrer cette voie de l'autocritique destructrice et pour commencer à reconstruire une image de soi plus saine. Si on résume, donc, en prenant du recul sur tout le document, ce qui se dessine, c'est une sorte de feuille de route psychologique, extrêmement structurée. Ça commence par une confrontation brutale avec la réalité du préjudice. Ensuite, ça guide vers une introspection rigoureuse pour comprendre ses propres déclencheurs. Et à la fin, ça donne les outils pour construire activement une nouvelle vie. Une vie plus en accord avec des besoins humains fondamentaux. C'est vraiment un cas d'étude fascinant sur ce que peut être la thérapie numérique et la réduction des risques. Le programme prend des théories psychologiques validées, la TCC, le GLM, la pleine conscience, et il les déploie dans un format qui surmonte les obstacles que sont la honte et le coût. Il s'attaque à un problème qui, par nature, reste le plus souvent caché dans le secret. Pour finir, il y a une pensée qui me reste. Ce programme, il est bâti sur une idée forte. Même face aux comportements les plus destructeurs, la solution ne réside peut-être pas que dans la volonté ou la sanction, mais dans une démarche systématique pour comprendre, puis pour rediriger des besoins humains qui sont à la base universels. Et ça soulève une question qui va bien au-delà de ce contexte spécifique et si complexe. Comment les principes qu'on a explorés ici, identifier ses déclencheurs, apprendre à gérer ses pulsions sans y céder, et chercher à aligner ses actions sur ses valeurs profondes, comment est-ce que ces principes pourraient être appliqués à d'autres changements personnels, difficiles, que l'on cherche tous à un moment ou un autre à accomplir dans nos vies?